très heureuse de vous retrouver devant vos postes téléviseurs, fidèles téléspectateurs, pour vous présenter cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque vendredi et dimanche. Si Jeunesse pouvait, merci à vous et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent de partout. Merci pour votre attention et votre fidélité à cette grande émission. Si Jeunesse pouvait, donc voilà, fidèles téléspectateurs, comme dans l'accoutumée, nous avons un invité avec qui nous parlons sur un thème précis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous Monsieur Ejeune Kendele, qui est jeune leader et co-initiateur de U26, unité de 26 provinces, avec qui nous sommes sur ce plateau. Je voudrais directement lui dire bonjour et bienvenue encore une fois. Bonjour et merci beaucoup. Voilà, donc avec M. Ejeune Kendele, nous allons parler de l'évaluation du bilan de cette jeunesse dans le processus électoral. Nous allons parler de avant, pendant et après. Donc, moi, je voudrais quand même lui poser la première question de savoir quel bilan faites-vous donc, de la participation de la jeunesse dans le processus électoral. Merci beaucoup pour la question, ô combien importante. Avant de parler du bilan, on devrait rappeler que la jeunesse congolaise représente la plus grande portion de la population et par conséquent la plus grande portion des électeurs. Donc, dans cette optique, l'idéal serait que les jeunes soient davantage représentés dans les institutions de la République. Mais fort malheureusement, parce que vous parlez de bilan, le bilan est que nous avons vu effectivement l'engouement des jeunes pendant la campagne électorale. On a vu davantage les jeunes qui voulaient postuler pour être des députés à des différents niveaux, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Mais déjà, il y a eu un premier couac avec la loi actuelle qui a consacré cette histoire des seuils et par conséquent, beaucoup des jeunes qui voulaient se présenter comme des indépendants, qui ne voulaient pas endosser les casquettes des partis politiques, se sont vus carrément écartés. Et par conséquent, il fallait que les jeunes puissent aller au portillon de partis politiques au-delà de leurs convictions, malgré en fait ce qu'ils reprochent à ces partis politiques, parce qu'ils avaient effectivement envie de servir, de mettre la main à la pâte, tant que la loi leur permet. Mais dommage que ces jeunes qui ont su entrer dans des partis politiques, entrer sur des listes de regroupement politique. Majoritaires, ils étaient minoritaires. Justement, ils se sont retrouvés minorisés parce que la plupart ont refusé de se salir, entre guillemets, parce qu'en fait, ils ne voulaient pas endosser cette casquette. Autant bien que les partis qui avaient plus d'ouverture pour prendre ces jeunes étaient des partis de la majorité qui se proposaient même de prendre en charge la caution et autres. Et du coup, les jeunes se retrouvaient assez limités par rapport à cela. Et plusieurs n'ont pas eu à postuler. Mais à cela, ou bien peut-être que la plupart de jeunes n'avaient pas vraiment un projet de société consistant qui pouvait accrocher. En fait, projet de société, c'est quelque chose qu'il faut relativiser. Quand on est candidat député provincial, on ne vient pas pour avoir un programme de gouvernance comme un candidat président de la République. Il y a un certain nombre de choses qui caractérisent un candidat député, sa capacité à légiférer les lois. Ça veut dire à comprendre d'abord la configuration du cadre légal de la République démocratique du Congo et à savoir identifier les problèmes. D'où il faut qu'il fasse preuve des capacités intellectuelles. Ça, c'est d'abord la première des choses. Et qu'il montre aussi la sensibilité par rapport à la société. Parce que si vous n'avez pas un cœur pour la société, la politique, en fait, l'engagement politique, c'est une conséquence de l'engagement communautaire. Si vous n'avez jamais fait montre de l'engagement communautaire, c'est difficile qu'on conçoive que vous deveniez député et que vous soyez un bon député. Parce que les députés, ils doivent rendre compte à une masse électorale qu'on appelle base. Exactement. Alors, j'étais en train de dire que beaucoup de jeunes se sont vus récaler parce qu'en fait, ils ne voulaient pas entrer dans des partis politiques. Mais pour ceux qui sont entrés dans des partis politiques, nous avons constaté qu'après publication de la CENI, dommage, il y a quelques jeunes, j'allais dire saupoudrés, par-ci par-là, que ce soit dans la majorité ou que ce soit dans des partis de l'opposition, qui d'ailleurs, certains deviennent partis de la majorité aujourd'hui. Il n'y a pas eu suffisamment de jeunes votés. Je salue quelques jeunes, on a vu l'élection. C'était un manque d'ambition ou tout simplement par rapport à deux raisons que vous évoquez? C'est vrai qu'il y a d'une part cette contrainte du contexte qui a fait que beaucoup ne puissent pas atteindre les objectifs. Mais toujours est-il qu'il faut se préparer. Quand je prends l'exemple, des deux dames que je connais, deux jeunes dames, Christelle Vwanga.
Tout le monde a vu comment il s'est préparé. C'est presque pendant 5 ans ou 4 ans qu'elle a eu à se battre, à se préparer. Quand vous parlez de préparer, ça veut dire quoi? Elle était tout le temps sur terrain. L'exception serait que Christelle Vwanga ne soit pas élue. En tout cas, beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs ne sont pas étonnés de l'élection de Christelle Vwanga parce qu'elle s'est préparée. Elle était sur les terrains, on l'a vu défendre des causes, elle a fait la campagne des proximités au point qu'on n'a pas vu beaucoup d'affiches de Christelle Vwanga. Mais les gens avaient les noms et les numéros de Christelle Vwanga, j'allais dire, dans leur cœur. Je prends l'exemple d'une autre dame, parce que pendant la campagne, j'ai eu pour le compte de NDI, former les femmes candidates. Je suis allé en province, et particulièrement, je parle du cas de Mbujimaï, l'une des meilleures élues, l'unique fille sur la liste de l'UDPS, Nadine Mangabou. Très, très bien élue. Parce qu'elle avait l'ancrage. Dans la province ou à Mbujimaï? Justement, à Mbujimaï. Figurez-vous, elle travaille ici. Mais tout le temps, elle était en Mbujimaï. Elle avait quand même des moyens que la plupart de gens n'ont pas. C'est ce que je suis en train de dire. Il y a une façon de se préparer. Le premier cas que j'ai pris, ce n'est pas le cas d'un millionnaire. Quand je parlais de Christelle Vwanga, c'est pour montrer, on prend un peu tous les aspects parce que nous voulons revenir maintenant sur ce qui n'a pas marché. Pourquoi les jeunes n'ont pas pu en fait regorger un score considérable. Aujourd'hui, on se plaît, on est content. La plus jeune députée, elle a 25 ans, les gens sont contents. Mais ils sont combien de députés élus jeunes? Si nous prenons la définition de la charte africaine de la jeunesse, donc je ne pense pas qu'il y ait 10 jeunes députés à l'Assemblée nationale. Bon, c'est vrai qu'on peut, comme on le dit pour les femmes, se satisfaire qu'il y a avancé, parce qu'en 2006, il y a eu 44 femmes. En 2011, il y a eu 48 femmes. Maintenant, il y en a 50. Si le résultat reste à ce niveau-là, parce qu'en fait, on peut en invalider d'autres. On ne sait jamais après la Cour constitutionnelle. Mais toujours est-il que pour le moment, on a 50 femmes. Donc, on a avancé des 2. Pour les jeunes aussi, c'est un peu comme en 2011, il n'y en avait que 2 qui avaient 29 ans à l'époque. Maintenant, je crois qu'il y en a déjà, on a dépassé 2. Il y a Nadine que j'ai cité, Christelle Vwanga. Il y a Patricia qui est élue à Kolwezi, toujours sur la liste de l'UDPS, Patricia Nseya. Il y a la jeune dame dont nous avons parlé ici, Aminata. Donc, les nombres a augmenté, mais ce n'est pas ça. Ce que nous voulions. Nous voulions aujourd'hui qu'il y ait, par exemple, 30 jeunes, selon la définition de la charte africaine, c'est-à-dire qui n'ont pas plus de 35 ans, élus. Malheureusement, ce n'est pas le cas, parce que pour des raisons que j'ai avancées, notamment la loi, notamment les contextes, mais aussi par la naïveté de la jeunesse elle-même. Les élections, ça se prépare. On a vu beaucoup de jeunes s'improviser. D'autres sont allés juste par effet de mode. Ou bien parce qu'ils ont appris que quelque part, on a mis de l'argent en jeu. Parce qu'on a fait appel à lui, voilà. À elle. On a mis de l'argent en jeu, on paye des cautions pour les gens. Alors, quand tu n'es pas préparé, tu te réveilles le matin parce que tu as appris qu'on donne la caution. Non, mais mais quand tu n'es pas préparé, et puis quand tu te dis que ben voilà, quand je serai député, donc un peu à mode, chance et le copamba. Les élections, ça se prépare. Donc les conséquences sont effectivement liées à ces causes que nous avons élucidées. Donc le bilan. Ça n'encadre pas avec les gens qui ont souvent traité de la jeunesse, de ne pas vraiment se prendre en charge, qui ne savent pas réellement ce qu'ils veulent dans la vie. On vous appelle à gauche, vous allez à droite, vous n'avez pas vraiment. On ne va pas être dans l'absolu par rapport à cette question, mais ce qui est vrai, beaucoup de jeunes se sont illustrés dans ça. L'improvisation, l'opportunisme. Donc ils se disent, bon voilà, on y va quand même. On va quelque part par conviction. Et si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas y aller. L'ambition dont on n'a pas de compétences, c'est un crime. Les compétences, on n'a pas que des compétences pour mieux assurer le rôle des députés, mais aussi les compétences pour se faire élire. Pour se faire élire, il faut un bagage, il faut un certain nombre de compétences. Comment j'ai fait pour contourner ça, pour jouer à ça? Et dès lors que vous voyez que vous avez des suffisances, des limites par rapport à quelque chose, c'est tout à fait normal qu'il faille se reprendre, se dire, bon voilà, je me prépare peut-être pour les élections municipales, ou soit je me prépare pour 2023. En fait, c'est ça aussi la capacité à se projeter. Mais l'avantage avec l'alternance, c'est que les jeunes peuvent davantage, de plus en plus, et avoir plus d'espoir, parce que cet espoir n'existait plus. Sinon, le bilan reste mitigé, les bilans de la participation de la jeunesse. Là, c'est par rapport, effectivement, à la participation en tant que candidat.
Mais il faut aussi parler de la participation en tant qu'électeur. Les jeunes étaient très mouvementés. On a vu les jeunes prendre à bras le corps leur processus. C'est vrai qu'il y a eu un taux de participation très, très faible, mais il faut dire que c'est beaucoup plus les jeunes qui sont allés voter. Ils ont vraiment, ils se sont appropriés du processus électoral. Ça, c'est un point positif par rapport à cette question. Et c'est ce qui a fait que le candidat... Même si la plupart des jeunes ne sont pas vraiment satisfaits du résultat, en fait. Non, mais en fait, cela reste encore partagé. Cela reste partagé parce que, en fait, la grande satisfaction, c'est au niveau de dire que le candidat président de la majorité n'a pas réussi. Ça, c'est une satisfaction. Ça met d'accord tout le monde. Et ça, c'est la vigilance, notamment de la jeunesse. Parce qu'en fait, les jeunes se sont dit, niet, on doit vraiment veiller de manière à ce que les processus puissent être... On doit prendre notre destin en main cette fois. Alors, donc, que ce soit par rapport à la participation de la jeunesse, donc, comme nous sommes en train de le dire, nous encourageons davantage que les jeunes puissent s'approprier le processus. C'est vrai que pour le moment, le bilan est mitigé. On aurait dû souhaiter avoir 20 jeunes, 50 jeunes sur le 500 députés. Mais il n'est pas trop tard parce qu'il y a encore les Sénats qui arrivent. Non, mais les Sénats, ce n'est pas par baguette magique. Les élections, les Sénats, on les prépare au niveau provincial. Justement, c'est comme j'ai vu des candidatures pour rire. Bien sûr. Voilà. Tu ne peux pas postuler comme gouverneur alors que tu n'as aucune plateforme politique. On ne gagne pas en tant que candidat indépendant gouverneur aussi facilement. Parce qu'il y a des regroupements politiques. On voit par exemple ici, on sait que tel parti a autant de députés. Tel a 14 députés, tel autre a 7 députés. Donc, eux, quand ils ont 14 députés provinciaux, ils savent déjà que nous aurons plus ou moins 5 ou 6 sénateurs. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui. Les élections, c'est aussi la mathématique. Te réveiller, mais si j'ai quand même des amis comme les jeunes qui étaient élus, voilà, des justement, nous sommes en train de construire la démocratie. Et pour le moment, on ne l'entend pas de cette oreille. Tu vois, par exemple, tu serais candidat sur une liste et que ton parti n'était pas donné la caution. Tu as des marges de manœuvre de dire qu'au niveau, et que même pendant la campagne, tu as battu campagne seul, tu n'as pas eu l'apport de... Tu es suffisamment libre pour te dire que je vais voter mon ami Eugène s'il est candidat sénateur, pourvu qu'il ait une autre voix de quelqu'un d'autre qui croit en lui et il peut devenir sénateur. Mais dès lors que vous êtes dans un parti, que vous êtes lié au principe de ce parti, le parti vous a pris en charge, vous ne pouvez pas quand même être déloyal à ce niveau. Le parti vous dira, le parti a des candidats au Sénat et vous devrez effectivement voter pour ce candidat. C'est comme ça que ça se passe. Malgré que j'ai des compétences, malgré que je suis jeune, j'aspire aussi à devenir, par rapport au parti, par rapport au principe, par rapport à tout cela. Je ne vois pas que quelque part ça freine aussi d'une manière ou d'une autre mais les cette jeunesse congolaise. Les compétences, ça veut dire quoi? Si toi-même tu es élu député provincial, et que tu sais que tu as 2 autres amis sur qui tu peux compter, que tu veux être sénatrice, ça c'est tant mieux. Mais d'aller prendre Eugène qui n'est pas sur votre liste de parti politique, il est candidat sénateur indépendant, ou soit d'un autre parti politique, et tu lui donnes la voix, c'est un conflit des compétences, et par conséquent c'est une sorte de loyauté, et ce n'est pas bien. Les partis politiques sont des lieux par excellence où l'on cultive un certain nombre de valeurs, notamment la loyauté. La loyauté ne veut pas dire que tu deviens mécanique comme un robot. Quand le parti dit blanc alors que c'est noir, toi tu dis aussi blanc. Non, donc c'est pas ça. Mais il y a des logiques, comme par exemple la logique électorale, qui veut que les partis se battent pour atteindre un target. Parce que tu ne sais pas celui que tu vas élire comme sénateur, s'il sera de quelle option, quelle opinion, obédience. Et par conséquent, c'est le parti qui perdrait. Être dans un parti politique, c'est endosser la vision du parti. Et endosser la vision du parti, c'est permettre à ce parti... Mais désormais, nous avons plusieurs partis politiques, chose qui est anormale. Non, mais en fait, c'est pas normal. Avec la fièvre de l'élection, nous avons vu... Combien ont atteint les seuils? Quand vous dites que nous avons plusieurs partis politiques... Plus de 500 partis. Justement, mais observez combien ont atteint les seuils. Il n'y a pas plus de 50 partis qui ont atteint les seuils. Donc, le 450 autres, c'est des partis pour rire. Donc, il faut voir la réalité en face. Beaucoup vont fermer. Les partis qui étaient dédoublés ici, et le régime a changé. Voilà, ceux qui avaient les ministres de l'Intérieur qui dédoublaient des partis, je crois que maintenant, ils se rendent à l'évidence qu'ils ont fait... C'était une peine perdue. Donc, ce parti-là
n'ont récolté rien. Rien du tout. Donc, ils sont appelés à disparaître parce que ce n'est pas facile. Tout le monde va apprendre maintenant. Autant le chef de l'État apprend à diriger en tant que civil. Parce que c'est depuis les années 60. Le seul président civil que nous avons, c'est Kasavubu. Les restes, c'était de militaires. Il apprend à diriger en tant que civil. Oui, autant l'opposition apprend aussi à faire l'opposition face à un civil. Parce que toutes ces années au Congo, les gens n'ont appris qu'à faire l'opposition face à un pouvoir militaire. Et par conséquent, les gens étaient dans des chantages, les gens étaient dans des écantations, et il faille que les gens cultivent d'autres approches pour faire mais il faudrait qu'il y ait un changement réellement de mentalité de la part de cette jeunesse et de la population. C'est vrai que vous attendez beaucoup de ces présidents qui est élu démocratiquement, mais en retour, il faudrait aussi qu'il y ait ces changements pour qu'ensemble, vous puissiez marcher pour la reconstruction du pays. Exactement. Le changement de mentalité, c'est tout un chantier. Ça ne se fait pas par baguette magique. C'est vrai qu'en fait, il y a de problèmes. Parce que tu sais qu'on a cultivé des antivaleurs qui ont pris la place des valeurs. Il y a eu beaucoup de choses à corriger. Mais regarde quelques actions d'éclat qui, du coup, arrangent les gens. Les changements de mentalité, c'est aussi lié, en fait, à la vision qu'il y a à la tête du pays. Mais aussi, c'est lié au fait des habitudes que nous avons développées. Parce que le changement est dur. Regarde quand les gens prennent le transport sur le boulevard pour descendre à côté de l'OCPT, ils disent Vitnet. Alors qu'il n'y a plus Vitnet là-bas. Tu verras les gens dire Sabena. Alors que c'est SN Bruxelles. Donc tu vois, les changements de fois, c'est juste question parce que les gens se sont habitués. Mais malheureusement, on s'habitue avec les mauvaises habitudes et on ne veut pas les laisser. Mais le changement, les changements de mentalité, c'est aussi en fait l'impulsion que la vision à la tête fait. Je disais des actions d'éclat. Est-ce que tu as entendu combien il y a maintenant des grèves? Est-ce que tu as entendu combien les gens accusent? Donc, il faut juste qu'il y ait une impulsion pour que les gens changent. Mais ça, c'est en fait sur un seul aspect. Mais il y a l'aspect, en fait, des valeurs, des choses que nous avons pendant longtemps gardées à nous, qui nous faisaient dire Mboko Ekobongate, qui nous faisaient dire Bate Kamboko Tokambola. Maintenant, les gens ont une sorte de lueur d'espoir qui renaît. Les gens se disent, donc on peut vivre autrement. Et par rapport à ça, c'est comme ça que... mais il y a d'autres qui restent radicales pour dire que donc il y a toujours des gens qui... En fait, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il y a des gens qui sont quand même minimes, en fait. Ils sont habitués à quelque chose, même si c'est une mauvaise chose. Ils ne veulent pas que ça change. Mais il y a aussi des gens qui ne veulent pas que les changements viennent par quelqu'un d'autre. Et par conséquent, ils ne souhaitent pas que ce changement s'efface parce que ce n'est pas eux. Et ça, c'est soit des bonnes guerres ou par mauvaise foi. Parce que tout républicain, tout celui qui aime son pays, même si ce n'est pas moi qui porte le changement, si c'est Jenny qui porte les changements, je serai heureux parce que ces changements profitent à nous tous. C'est exactement ça. Je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de velléités, notamment des velléités tribales qui s'élèvent. Vous voyez les contextes électoraux à agiter aussi beaucoup d'eau, de manière à ce que certaines terres qui étaient restés pendant longtemps en hibernation se sont vite révélés comme des volcans qui peuvent effectivement détruire même notre destin. Mais en fait, chaque Congolais a le devoir de s'élever par rapport à cela. C'est là qu'intervient d'ailleurs le lancement de cette initiative Unité 26, dont vous êtes le co-initiateur. Si vous pouvez nous expliquer donc d'où vous est venue l'idée de créer donc voilà ces structures, si je peux l'appeler ainsi. Exactement. Merci beaucoup. Comme j'étais en train de le dire, de fil en aiguille, il y a un constat qui s'est fait. Que ce soit avant même la campagne électorale. Je peux dire déjà à partir de cette histoire de Genève, où les partis de l'opposition de jadis, d'il y a peu, cherchaient à avoir un candidat unique et que malheureusement ils ne se sont pas mis d'accord avant même Genève, quand ils ne s'entendaient pas avec notamment l'UDPS qui refusait même l'idée de candidats uniques. Ils sont allés en Afrique du Sud. Il y a eu déjà des guerres comme ça, malheureusement alimentées par des leaders. Des leaders politiques. Et c'est ce qui est quand même dommage. Donc les leaders politiques utilisent des velléités, utilisent des antivaleurs pour leur propre positionnement. Il y a eu de temps en temps des haines qui étaient suscitées entre des tribus. Et ça fait que, au lieu de focaliser le débat sur les idées, les gens, par exemple, pour s'attaquer à Félix, ils s'attaquaient directement à sa tribu. Et ça, c'est avant même Genève, avant Afrique du Sud.
et maintenant, leur séparation en queue de poisson de Genève a amplifié les choses davantage. La campagne électorale l'a révélé parce qu'on a entendu un candidat. C'est vrai qu'aujourd'hui, je lisais tout à l'heure en venant ici l'un de vos titres, de votre journal. Tempête de Tropique, hein, notre la journal, condamnation ne suffit pas. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on soit, qu'on souffle au chaud et au froid. Quand un candidat pendant les élections dit « moi je suis de telle tribu et avec telle province, nous formons un pool », et nous allons avoir la majorité, nous allons gagner. Ça, c'est un discours déjà tribal. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui a des élans tribaux. En fait, vous ne pouvez pas cacher en fait, les germes qui est en vous aussi facilement. Tu vois, il a sorti ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui se sont préparés que sur les créneaux tribaux. Et puis après, ça s'est embrasé. Il y a les uns et les autres qui voulaient aussi répondre. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est que la masse ne réfléchit pas. On nous a attaqués. C'est comme ça que je disais tout à l'heure avec des amis, j'étais un peu contre l'idée que l'UDPS aille aussi faire j'ai vu même, vous avez posté sur Facebook un meeting après le meeting de la Mouka. Pourquoi? Parce qu'on ne saura pas. Ils sont en train de poursuivre notre objectif. Non, mais en fait, c'est un prétexte. Fêter le 37 ans de l'UDPS, c'est un prétexte parce que ça va servir de prétexte. Attends, vous vous mettez déjà dans la peau de l'UDPS? Non, je vais dire ceci. La masse ne réfléchit pas. Vous avez vu les communiqués quand même insultants du porte-parole de la Mouka. Il dit des gens non connus. Comment vous pouvez avoir des militants et vous les appelez encore des gens non connus? On lançait quelques cris des haines tribales. Ça, c'est quand même irresponsable de la part de il fallait qu'il s'assume. Alors, il fallait qu'il s'assume. Et c'est justement ce que je suis en train de dire. Si l'UDPS part, il fait le meeting, il se pourrait qu'il y ait aussi des dérapages, parce qu'en fait, la masse ne réfléchit pas. Le leader ne peut pas aller dans la maison de chaque personne de la foule pour lui dire, pendant ce temps, le leader va faire son discours. Mais non, il faudrait quand même avoir une ligne de conduite. Il faudrait leur dire, nous allons... Il y a des fois, tu te dis, mais quand est-ce qu'ils ont fait la répétition pour sortir cette chanson? On a entendu des chansons, que ce soit dans un camp ou dans un autre, des chansons terribles. Ce qui est important, c'est qu'après, quand nous avons constaté qu'il y a ces velléités, parce que ça nous mine, c'est vraiment un piège par rapport au destin commun que nous avons. Le Congo est un indivisible. Nous n'avons pas d'autre nation que ce Congo. C'est comme ça qu'en tant que leader, on est interpellé. Parce que tu dis... Et puis parce que vous aussi, vous portez plusieurs casquettes. En même temps, vous êtes écrivain. En même temps, vous sortez des choses. En même temps... Justement, pourvu que ça puisse contribuer à bâtir quelque chose dans ma nation. Si Dieu vous donne le talent, il faut savoir les utiliser à bon escient pour servir la nation. Alors, on se sent interpellé. On dit, dès lors que tu sais que tu as au moins 10 personnes, même 5, qui te suivent et qui peuvent être influencés par ton comportement, il faut saisir cette occasion pour donner des messages positifs qui bâtissent et construisent la nation. Et c'est ce que nous avons fait avec un certain nombre d'amis. On s'est dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire face à ce défi, face à ce problème réel qui est le problème, effectivement, de tribalisme, de division. C'est comme ça que nous avons lancé les concepts U26, Unité, 26 provinces. Mais en fait, c'est une campagne de sensibilisation sur l'unité nationale. C'est dire quoi aux gens? C'est dire que c'est vrai qu'il y a des problèmes. C'est vrai qu'il y a des différences. C'est vrai qu'il y a des divergences. Mais que ces divergences ne puissent pas permettre à ce que nous nous déchirons nous-mêmes et par conséquent, nous fragilisons notre propre destin. Parce que nous avons un pays à bâtir. Nous sommes tellement en retard avec l'histoire. Ça fait beaucoup d'années qu'on nous a raconté des choses, notamment cette fameuse phrase de Frantz Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver et la gâchette se trouve au Congo. Mais le même Frantz Fanon a dit une phrase que les gens n'aiment pas. Il a dit à un peuple qui ne sait pas utiliser le temps, c'est un peuple sous-développé. Nous devons savoir utiliser le temps. Si nous perdons tout notre temps dans des divisions, dans des discussions, dans des celui-ci Moulouba, celui-ci Mouyaka, finalement, on perd du temps au lieu de bâtir. Nous avons une nation forte au cœur de l'Afrique à bâtir et faire décoller l'Afrique. Et par conséquent, nous devons cimenter l'unité. Parce que les communicateurs, les communicologues, ils disent ceci. La communication interne, c'est le ciment même de la communication extérieure. Si vous n'avez pas l'harmonie, vous n'êtes pas cohérent en interne, vous allez communiquer mal en ordre dispersé et par conséquent, ça sera en votre défaveur. Que d'entendre un Congolais aller sur un média étranger et dire que nous allons créer le chaos et qu'il n'y aura pas des investisseurs qui viennent, c'est irresponsable, c'est vraiment irresponsable. Et c'est comme ça que notre première cible,
pour U26, c'est la jeunesse congolaise. Parce qu'en fait, nous voyons que parmi les vieux, la plupart sont pourris. Excusez-moi le terme. Les gens n'ont pas de valeurs à nous transmettre. Ils ne sont pas des modèles. Et c'est comme ça que je dis souvent, faute des repères, soyons des repères. Disons-nous, cette génération, nous ne sommes pas autant sacrifiés qu'on nous l'a dit pendant un temps. Nous pouvons nous prendre en charge, nous pouvons démontrer que nous avons des germes positifs que nous pouvons proposer à la face du monde. Et par conséquent, cette campagne s'adresse à la jeunesse parce que la jeunesse est définie comme l'avenir. Est-ce que la jeunesse accepte de compromettre son propre avenir? Est-ce que la jeunesse admet de compromettre les destins du pays qui devrait être leur premier en fait acquis? Non, la jeunesse devrait bâtir l'unité parce que l'unité nous permet de gagner du temps pour que nous puissions gagner les grands combats. Le grand combat, c'est les Congos dans le concert des nations. Ce n'est pas le combat en interne, c'est les Congos dans le concert des nations. Quelle place nous voulons occuper? Et pour occuper cette place, nous devons effectivement être unis. Et c'est comme ça que nous sensibilisons d'abord la jeunesse et par ricochet toute la République démocratique du Congo parce que c'est très important. Mais la jeunesse reste la cible privilégiée parce que c'est cette jeunesse qui subit des affres. C'est cette jeunesse qui a subi beaucoup de choses. C'est cette jeunesse qui n'a pas de bonnes universités. C'est cette jeunesse qui n'a pas d'emploi. C'est cette jeunesse qui n'a pas des aires, des jeux. C'est cette jeunesse qui n'a pas de piscine olympique pour apprendre la natation. Et par conséquent, on ne peut pas prendre les intérêts partisans de quelques individus, politiques soient-ils, parce qu'ils sont devenus riches illicitement et de façon rapide, et qu'ils continuent à compromettre l'avenir du pays. C'est très important que l'on dise. Et je suis très heureux de savoir que les deux candidats qui sont maintenant présentés comme challengers, c'est-à-dire le chef de l'État élu et confirmé par la Constitution, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, tous, ils ont lancé des messages d'épée. Je ne sais pas évaluer les degrés de sincérité de leur message, mais toujours est-il que j'ai constaté que Félix le disait depuis, je crois, depuis même pendant sa campagne, il disait nous devons la réconciliation, nous devons battre l'unité. Fayulu l'a dit lors du meeting, il a dit nous devons être unis, nous devons combattre les velléités tribales. Et je crois que c'est très important. Les gens devraient considérer ça. L'unité nationale est plus que jamais un challenge, un défi, une urgence. Au lieu de nous entretuer entre nous, hein, comme la génocide du Rwanda. Exactement. Ça la rappelle. Donc, non, mais les génocides, il ne faut pas aller au Rwanda, ici. Combien de millions de morts dans l'Est du pays? L'affaire Kamouina Sapou, l'affaire Bundu Diakongo. C'est en fait, tout ça, c'est lié à l'intolérance de la vie commune. Nous devons comprendre l'importance du vouloir vivre collectif. Nous n'avons jamais demandé d'être Congolais. Le destin a fait que Dieu utilise la main des personnes véreuses. En 1885, aucun Congolais n'était là. Ils pouvaient aussi couper la carte autrement. Mais ils ont fait 2 345 000 km² et ils ont placé les gens. Ils ont voulu qu'il y ait certains Bazombo en Angola, certains au Congo. Mais c'est Dieu qui était derrière ça. Dès lors que le destin a voulu comme ça, et c'est ces frontières que nous avons héritées lors de l'indépendance du Congo en 1960, nous devons le garder en tant que tel. Les protéger. L'intégrité territoriale veut dire protéger les provinces, les frontières dans lesquelles se trouvent plus de 400 ethnies. Dans ces limites se trouve toute la population dans sa diversité ethnique et culturelle. Et nous devons manifester notre amour vis-à-vis du Congo, c'est manifester l'amour vis-à-vis du Congolais. Parce qu'il n'y aura pas de différence entre nous, les Rwandais et les Occidentaux, si nous n'aimons que les coltans, les diamants, les cuivres, les cobaltes, okapis, rhinocéros blancs, mais que nous n'aimons pas la population congolaise. Parce qu'eux, ils aiment toutes ces choses, sauf la population congolaise. Tout ce qu'ils font, c'est des complots pour nous laisser dans l'état de grabataire, de sous-développement, pour qu'eux, ils continuent à faire leur loi. Et par conséquent, nous devons faire autre chose, de plus supérieur que ce qu'ils font, au-delà d'aimer tout ce qu'il y a comme richesse au Congo. Aimons la population congolaise. Et la population congolaise, c'est les Mungala, c'est les Mukongo, c'est les Mutetela, c'est les Muswahili, c'est les Muluba, c'est les Muyaka, c'est les Muyombe. C'est l'ensemble de tout ça qui représente la population congolaise. Et nous avons même remarqué lors de votre lancement donc officiel qu'il y a eu à différentes tribus, comme vous le dites vous-même, il y a eu des Bangala, il y a eu... Exactement. Donc, voilà, et il y a eu même une spécialité. Comme par coïncidence... 3 de ceux qui ont pris la parole devant sont des couples mixtes. Wow. Vous voyez, ça veut dire que c'est possible d'être ensemble. Donc il y avait Trésor, sa femme est du Sud Kivu, lui il est mais vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a un homme qui me disait, mais attends, moi là, je suis par exemple Kassaya, mais ma femme elle est du Bondoudou. Voilà, exactement. Je l'aime tellement, on a 2 enfants, et quand vous nous amenez ces gens, voilà, vous faites de ce genre de couple.
tout ça, ce ça sont devait leurs noko, nous leurs interpeller. nini. Et voilà, Exactement. ça ne peut pas. Ça devait nous interpeller. Ouais. Nous avons une histoire commune. Nous avons des héros communs. Donc, tout le monde se reconnaît en Lumumba. Tout le monde se reconnaît dans l'histoire du Congo. Tout le monde sait que nous avons eu un président qui a milité pour l'unité nationale, Mobutu. Donc, tout ça, ça fait partie de notre histoire. Ouais. Tout le monde a son dictateur qui a fait 32 ans, qui s'appelle Mobutu. Donc, nous tous, nous avons cette histoire. Tout le monde a eu son leader d'opposition légendaire, Félix Tshisekedi. Il l'est pour tous les gens de toutes les provinces. Ouais. Tout le monde a eu son Yannick Bolasie, le joueur adulé de la République démocratique du Congo. Tout le monde a eu son Ndaye Mutumbula qui vient de mourir, Ouais. qui est une légende pour tous les Congos. Donc, ce sont des patrimoines communs. On ne peut en aucun cas faire la promotion des valeurs, des antivaleurs qui gangrènent en fait et qui piègent notre destin. Voilà, M. Jean Kandolo, jeune leader et co-initiateur de U26. Bah alors, quelles sont les activités déjà que vous mettez en place? Parce que c'est vrai, vous parlez de l'unité, ces lancements étaient d'une totale réussite. Et maintenant, vous avez réfléchi à commencer par quelle province? Comment est-ce que vous allez procéder avec des amis? Merci beaucoup. Nous avons fait le lancement, c'était le week-end. Ouais. On a fait le lancement de la campagne. Pour le moment, l'idée, c'est de faire l'implantation des antennes au niveau local. Déjà, on a commencé cette opération parce que la campagne a été très bien accueillie. L'avantage, c'est que nous sommes jeunes et nous sommes de cette génération, en fait, Internet. Et par conséquent, on peut faire des choses très efficaces avec peu de moyens. Okay. Donc, les médias sociaux nous ont permis d'embraser et de faire répercuter rapidement, efficacement le message au point que nous sommes maintenant débordés. Parce que c'est à chaque moment que j'essaie d'ouvrir mon Facebook, que je vois sur Messenger des messages qui viennent de partout. Et cela est pour chacun des membres co-initiateurs ou co-organisateurs de I26, que ce soit Gloria Djoko, que ce soit Trésor Pumbu, que ce soit Jocelyne Nyanga. Les gens appellent de partout. Dans la diaspora, il y a des gens qui se constituent déjà, ils se disent, nous sommes l'antenne de la diaspora. C'est que la campagne a été bien accueillie, mais il ne faut pas qu'on fasse les choses en désordre. Ouais. On doit structurer pour voir, parce que notre ambition, effectivement, c'est que l'on fasse aussi des descentes dans ces provinces pour sensibiliser. Exactement, pour sensibiliser davantage et que l'on se voie et que le message soit partagé dans la mesure du possible. Donc, on va aller progressivement, mais l'idée, c'est qu'on va faire des spots, on va lancer des chansons, on va multiplier un certain nombre de supports pour que cette campagne soit effective. Mais après, l'unité nationale, c'est un concept qui renferme beaucoup de choses. Et qui restera à vie, ou bien quand vous allez remarquer que voilà, vous avez atteint votre objectif. C'est une campagne, elle s'évaluera en temps normal. Il y a toujours une intense intervention d'urgence quand aujourd'hui quelqu'un est malade et qu'il est excessivement malade. On l'amène à la salle d'urgence, on pompe et tout ça. Et puis on sait maintenant voir quel rythme on va mettre en place pour aller progressivement. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, nous avons besoin que ça soit vraiment intense parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Chaud, ouais. Donc, voilà, alors, monsieur Jean Kandolo, vous savez quand même, bon, c'est vrai, vous êtes écrivain, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous portez plusieurs casquettes en vous, vous êtes un jeune leader, donc voilà, vous êtes dans beaucoup de choses à la fois. Bah, vous n'avez pas d'ambition politique. Moi, je pensais peut-être vous voir postuler à la députation. Je veux à la quête, parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous êtes un modèle pour beaucoup de jeunes, en fait. Exactement. J'ai eu beaucoup de plaintes dans ce sens. Moi, j'avais postulé en 2015 comme député provincial. Mais malheureusement, les élections n'ont pas eu lieu et l'État congolais nous avait roulé. Parce que même quand ils ont dit qu'ils vont remettre l'argent, juste l'année passée, avant de commencer les élections, ils n'ont pas remis l'argent. Ils ont saupoudré. Quelques gens dans des circuits ont eu leur caution, mais nous, on n'a jamais reçu notre caution. Mais en fait, toujours est-il que moi, j'étais très sceptique. Il faut qu'on dise les choses telles que ça. J'étais très sceptique. Je voulais d'abord voir à quoi le processus va aller. Faire la politique, c'est un appel, c'est une vocation. Donc, ce qui est mauvais, c'est de faire quelque chose qui ne rentre pas dans ta vocation, qui ne rentre pas dans ton appel. Parce que chaque personne doit identifier sa mission, la mission, l'objectif pour lequel il est né
s'adapter et savoir jouer sa partition et son rôle. Alors, on ne peut pas aussi courir aussi vite. Je vous disais tout à l'heure, quand on évaluait en fait le bilan de la jeunesse dans le processus électoral, je dis qu'il y en a qui sont partis par précipitation. J'ai évalué mes chances. Déjà que je ne pouvais pas entrer. J'ai eu beaucoup de sollicitations. Bien sûr, parce que vous êtes dans cette histoire depuis très longtemps. Et par conséquent, quand je n'ai pas de conviction, la Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Moi, j'ai eu des offres pour que j'accompagne des candidats, pour que je sois sur des listes, mais après, je me suis rétracté parce que je ne sentais pas. Et aujourd'hui, les événements me donnent raison. J'ai vu, oui, je ne sentais pas. J'aime pas faire de choses juste par précipitation. Je sais que c'est mon destin, je ne fuirai pas le destin. Aujourd'hui, plus que jamais, on a conscience qu'il faut servir la République, il faut savoir jouer sa partition. Donc, on n'est pas très pressé, mais si les besoins se présentent, il faut toujours être préparé, je le dis toujours, la préparation est là. Vaut mieux être la femme ou l'homme qu'il faut que d'être la femme. Il faut quand même se manifester. C'est vrai que vous avez des capacités. En fait, je ne sais pas comment se manifester. Est-ce qu'il faut faire une vidéo, mettre sur YouTube, dire le président Félix Tshisekedi, moi je manifeste, je veux être ministre de la jeunesse ou je ne sais pas moi quoi. Mais en fait, toujours est-il que dans la vie, chaque destin a toujours son moment d'éclosion. Qui pouvait imaginer que Félix allait devenir président de la République? Jusqu'il y a peu, beaucoup de gens ne croient. Et c'est comme ça que jusqu'aujourd'hui, des gens qui n'ont pas peut-être la révélation, je vais peut-être parler un peu trop spirituel, qui n'ont pas la révélation, continuent à contester parce qu'ils n'ont pas compris que c'était son temps et qu'il était en fait l'homme de la situation. C'est comme ça qu'à un moment, faire la politique, c'est avoir aussi de l'intuition, avoir le flair intuitif et le voir venir, tu vois. Donc, il ne faut pas faire les choses dans la précipitation, mais il ne faut pas non plus rester sur le bord des touches. Il y a des jeunes qui se sont précipités, qui se sont terriblement salis avec la fin du régime qui a coulé. Et les gens ont cru qu'ils avaient tellement avancé et qu'ils avaient dépassé d'autres jeunes. Mais ils ont compromis l'avenir. Pourquoi un jeune ne peut pas se bâtir une étoffe d'un présidentiable? Aujourd'hui, l'avantage de l'alternance démocratique, c'est qu'un jeune peut se programmer dans 15 ans, dans 20 ans, se dire, je vais faire ceci, dans 15 ans ou bien dans 20 ans, je peux devenir chef de l'État. Parce qu'en fait, tout se programme maintenant. C'est ça la beauté de la démocratie. Quand il y a chaque 5 ans l'alternance, quelqu'un peut savoir ce qu'il veut réellement faire. Mais quand il y a coup d'État, ou je sais pas moi, glissement, ou truc, on vit, on navigue à vue, et truc. Et ça, c'est les beaux cadeaux que cette alternance nous a donné. Les jeunes peuvent construire et bâtir leur espoir. Et vous verrez que la politique ne deviendra plus un endroit où les gens y vont parce qu'en fait, ils veulent aller chercher de l'argent, mais parce qu'ils comprennent la nécessité de servir et ils vont se préparer par rapport aux gens qui doivent servir. Parce que dans les cafouillages, les gens font de magouilles, ils se placent, on les envoie pour insulter les trucs et puis ils sont positionnés quelque part. Mais quand les jeux deviennent normal, les gens se battent, c'est les meilleurs qui vont l'emporter et la population saura se faire choisir ses meilleurs. Pour le moment, quand nous regardons même la configuration, c'est vrai qu'il y a eu une sorte de vote sanction. Mais moi, j'ai encore un peu de l'âme quand j'ai vu les têtes des gens qui sont élus dans des institutions. Ça prendra du temps, mais je crois que nous commencerons à avoir la meilleure qualité en termes de rapport intelligence, compétences et valeurs en 2023. Par rapport à la configuration des législateurs. Et les gens vont commencer à bâtir progressivement leur culture, la population, autant que ceux qui veulent des trucs. Ça ne sera plus quelqu'un qui, voilà, il faisait un peu de la comédie de mauvais goût et puis il s'est fait élire parce qu'en fait il allait donner juste à manger et qu'il se permettait de filmer et trucs. Donc ça sera vraiment des gens qui sont compétents pour dire que on ne peut pas fuir son destin. Je crois que j'ai répondu à ta question, je ne l'ai pas vu. Parce je crois que je suis satisfaite comme les téléspectateurs qui sont branchés en train de nous suivre et nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Mais pour toutes personnes qui voudront peut-être vous accompagner dans cette lutte de l'unité U26, que peuvent-ils faire? Où se trouve votre siège? Et puis un numéro de contact? Est-ce que la porte est grandement ouverte ou bien vous avez... Ok, non, on n'a rien verrouillé parce que cette campagne concerne le 80 millions ou 100 millions des Congolais. Donc ça concerne tout le monde, les portes sont ouvertes. Si je vais donner les numéros, ce n'est pas parce que en fait...
ça va vous paraître un peu paradoxal, mais nous ne voulons pas tomber dans le piège. Dans le piège de dire qu'on passe à la télévision pour lancer un appel pour que les gens nous soutiennent. Non, non. Donc, on évite un peu trop ça parce que on ne sait pas en fait qu'est-ce qu'il y a. Mais ils ont suivi clairement votre message. Agenda, donc voilà, justement. pour des personnes qui sont touchées voilà, et qui veulent vous accompagner dans cette lutte. Voilà. Les 081 291 46 31. 081 291 46 31, c'est-à-dire des gens qui aiment les Congos, des gens qui ne veulent pas venir avec des récupérations politiques, des gens qui ne veulent pas venir en disant on va aller utiliser ces jeunes-là, ils sont puissants, ils ont la capacité de mobilisation, allons-y maintenant, on va leur donner l'argent, ils vont avoir la corde au cou et puis après on va les utiliser. Les Congo a déjà changé, donc il faut aussi changer de mentalité et comprendre que les choses ne se passent pas toujours comme ça. Les jeunes qui passent ne sont pas en fait à la quête des... Voilà. Jusque-là, il y a un siège social je vais dire, c'est un mouvement de fait, c'est une réponse urgente par rapport aux besoins. Pour le moment, on est sur... on fait des réunions, on a appelé ça sur Colonel Ebeya 155, mais progressivement, on va mettre les choses en place pour se dire que on va se décider. C'est la question qui s'est posée, est-ce que vous étiez une structure et tout ça? Donc, on va voir la possibilité, l'urgence d'avoir une structure assise avec un siège social. Mais pour le moment, c'est une campagne que tout Congolais peut s'approprier. Si vous pensez que vous pouvez acheter votre t-shirt à 10 $ et imprimer U26 et faire passer un message d'unité, un message de l'unité, vous pouvez les faire sans que quelqu'un vienne derrière vous demander les comptes et tout ça. C'est en fait ce que nous voulons, cette liberté de s'approprier. Et ça, nous sommes contents quand nous avons vu comment les gens l'ont fait, les gens ont changé leur profil, les gens ont mis de messages et c'est ce qui est très important. Très important pour la RDC. Voilà, merci beaucoup M. Jean Kandelo. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier mot à cette jeunesse congolaise qui ont toujours cru en vous et qui vous font confiance en tant que jeune leader. Un mot à leur égard. À la jeunesse congolaise, je voudrais dire ceci. Il n'y a pas eu beaucoup de jeunes députés élus. Prenez courage et prenez acte. Prenez rendez-vous avec l'histoire, continuez à vous battre. Vous savez d'où est venu les combats, comment nous avons mené ces combats jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus que jamais, la RDC est sur sa pente de décollage et il y a lueur d'espoir. Construisons ensemble ces nouvelles saisons que la RDC est en train de vivre et contribuons chacun, dans une certaine mesure, à l'éclosion de ce beau pays que nous avons rêvé, dont l'hymne nous renseigne, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Donc, que chacun se demande qu'est-ce qu'il doit faire pour bâtir un pays plus beau qu'avant. Et la première des choses à faire, c'est que nous devons mettre le ciment de l'unité nationale pour que l'extérieur ne puisse pas nous déstabiliser. Voilà. Merci beaucoup pour ces beaux messages. C'est par là que nous terminons. Nous mettons un terme à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à la grande équipe technique, Daniel Tissongo 3CCD, qui était derrière les caméras et à la réalisation de cette émission. Merci également à Patrick Mbaya Padoubo Mboussa. Merci également à ma consoeur, Ami Sandrine Titengue, qui m'a assisté dans le coulisses. La rediffusion de cette émission est prise pour dimanche à partir de 20h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme.